bonjour à toutes et à tous. L'essor du numérique représente-t-il un risque ou un atout pour les villes moyennes? Alors le sujet mériterait un titre un peu plus nuancé, mais ce dernier suggère malgré tout assez bien ce que le numérique véhicule de rêves de nouvelles prospérités, nourris de télétravail, d'accès à distance aux biens et aux services, d'emploi local, et de crainte de concurrence entre les services en ligne, dont l'économie est principalement métropolitaine, voire globale, et une consommation qui est, elle, ancrée dans les territoires. Voici longtemps que les territoires ont perçu l'opportunité ou les opportunités de l'essor du numérique et qu'on a théorisé la complémentarité des couches physiques du territoire, l'infrastructure, l'espace public, les mobilités, le bâti, et cette nouvelle infrastructure numérique qui serait composée de services, de communautés. Le plan France très haut débit prévoit d'ailleurs la couverture de l'intégralité du territoire français en fibre à l'horizon 2022. Je ne sais pas si quelqu'un saura peut-être nous dire si le sujet est toujours d'actualité. Ça représente un investissement de 20 milliards d'euros en 10 ans, dont 3,3 milliards d'euros ont été apportés par l'État. Encouragé par la crise sanitaire et l'expérience singulière du confinement, l'essor du télétravail a dépoussiéré la promesse du travailler où on veut vivre. Et il n'est pas une ville moyenne qui n'est pas rêvé justement de tirer les dividendes d'un exode urbain annoncé, dont on a parlé, qu'on a largement, disons, nuancé ici. Le point commun des Zoom Towns, comme on appelle aux États-Unis ces villes qui prospèrent à nouveau sur une économie du télétravail, c'est la proximité de la nature, d'infrastructures de transport performantes et surtout une solide connexion au réseau mondial. Et je suis sûr que bon nombre de nos villes moyennes se retrouvent dans cette description. Alors, les villes moyennes peuvent-elles devenir des laboratoires pour étudier les conséquences territoriales de la rencontre entre les activités en ligne, le télétravail, le e-commerce, etc., et le monde physique? Quel phénomène de concurrence peut-on observer entre les deux? Quel levier d'attractivité renouvelé peut devenir le numérique pour ces villes petites et moyennes? On va essayer d'examiner ensemble pendant une heure comment ces villes accueillent et accompagnent la numérisation de la société. Les deux intervenants de ce panel aujourd'hui vont nous apporter des regards complémentaires sur la digitalisation des territoires et des villes moyennes. Alors d'abord dans le rôle de l'industriel du numérique, Ronan Bollet est président d'Amazon Logistique France. Après une carrière marquée dans les postes dans l'industrie, et en particulier chez Valeo, vous avez occupé le poste de directeur général pour Lille, donc d'Amazon, avant de prendre vos fonctions actuelles 3 années plus tard. En ligne, doit nous rejoindre, je ne sais pas, oui, il est déjà là. Bonjour Maxime. Maxime Vincent est doctorant en sciences politiques à l'Université de Lausanne. Vous avez exercé des missions de recherche au sein de la chaire Ville et numérique de Sciences Po sur les démarches de Smart Cities dans des villes moyennes françaises. Et vous avez notamment publié en 2020 sur les stratégies d'attractivité numérique de Béthune et de Nevers. Bonjour. Bonjour. Nous serons ensemble pendant une heure, soit environ 45 minutes d'échange avec nos intervenants, suivi d'une quinzaine de minutes de questions, de débats. Alors que vous soyez en ligne, en train de nous suivre, ou ici à Cahors avec nous, je vous encourage à préparer vos questions et à ne surtout pas hésiter à les poser à nos intervenants. Pour l'heure, dans une première séquence, j'aimerais que nous examinions comment le numérique peut devenir une infrastructure essentielle du dynamisme des villes moyennes. Et je voudrais, pour commencer, donner la parole à Ronan Bollet. Les grands acteurs du numérique en général et du e-commerce en particulier présentent volontiers leurs services comme une chance pour les territoires, et notamment, mettons, comme un égaliseur d'accessibilité aux services, aux biens, etc. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre vision des choses? Bonjour, oui, absolument. Effectivement, d'abord une dimension client, puisque vous parliez d'égaliseur. On a pour vocation, effectivement, de pouvoir offrir le même service au client, quel que soit son lieu d'habitation. Et on peut finalement obtenir le même service qu'on soit sur l'île d'Ouessant, à Cahors ou au centre de Paris. Donc, de ce point de vue, effectivement, une sélection d'articles qui est égale pour l'ensemble des Français.
et de ce point de vue, effectivement, nous sommes égaliseurs. Et puis, évidemment, nous le considérons comme une chance pour les territoires, une chance pour les villes moyennes. Vous savez, aujourd'hui, nous représentons 2% du commerce en France. Mais sur ces 2%, la moitié l'est déjà fait par 13 000 PME françaises qui vendent sur le site Amazon et qui utilisent donc les services Amazon et donc cet essor du e-commerce, mais pas seulement, surtout de la e-logistique également. C'est 13 000 entreprises qui vendent. Ces 13 000 entreprises, en 2020, c'est 400 millions de chiffre d'affaires. C'est 70% de ces TPE, PME qui exportent et qui sont localisées partout sur le territoire français et qui, au travers des services numérisés, peuvent avoir une zone de chalandise qui n'est plus que locale, ni régionale, mais nationale, européenne, voire mondiale. Est-ce que vous sauriez nous donner une idée de la répartition de votre clientèle entre précisément centres métropolitains, espaces ruraux, ou petites villes ou villes moyennes? Alors, je n'ai pas forcément regardé ces chiffres-là, mais la ville de Paris ou le Grand Paris est la zone en Europe la deuxième zone où on commande le plus après Londres. Et ça représente à peu près un article sur 3 aujourd'hui chez nous en France. Ça veut dire que je dirais qu'un deuxième tiers l'est pour les grandes métropoles et métropoles moyennes en France, et villes moyennes en France, et le dernier tiers l'est plus dans la ruralité. On essaye évidemment de répondre à ce challenge-là avec un réseau qui se veut d'être au plus possible dans les territoires locaux. On parlera peut-être tout à l'heure de notre présence en France, mais c'est déjà aujourd'hui 33 sites Amazon en France. Je devrais y ajouter ceux que nous ouvrons aussi avec des partenaires de livraison notamment. Donc en tout, ça fait à peu près une 50aine de sites et qui viennent se répartir et mailler l'ensemble du territoire pour se rapprocher du client et justement offrir ce même service pour les clients, mais donc des opportunités pour des entreprises locales de rentrer dans cette logique. Alors effectivement, on va reparler de l'infrastructure et d'Amazon et de la logistique en France en particulier. Peut-être quand même, on a examiné le bright side du e-commerce. Vous savez bien évidemment donc qu'on lui reproche aussi souvent de menacer le commerce de proximité ou de le concurrencer à minima, de même que les entreprises locales. Qu'est-ce que vous répondez, disons, à ces commentaires? Je crois qu'en fait, c'est tout le contraire. Je vous disais tout à l'heure, 2%, nous, on prend la place de personne et on intervient plutôt comme étant un canal complémentaire de vente pour les entreprises. D'ailleurs, je vous disais, un article sur 2, même 6 articles sur 10 aujourd'hui sont vendus sur la plateforme Amazon, mais via des TPE, PME françaises qui ont pignon sur rue et qui utilisent du coup ce service du digital. J'ai envie de vous dire plus le service e-logistique, c'est-à-dire qu'on a quand même, on oublie de le dire, mais on a quand même amené un service supplémentaire. Il y a 10 ans en arrière, on ne livrait pas à la maison. Ou alors la Redoute quand j'étais enfant et que finalement on fait la Redoute mais sur un catalogue qui se trouve être sur le web. Donc on a apporté un service, un métier supplémentaire et c'est ces métiers de la logistique qui permettent effectivement, vous parliez tout à l'heure de cette chance pour l'ensemble des clients, mais ces opportunités pour les entreprises parce que c'est finalement ce service de livraison à domicile qui est prépondérant. Quand on regarde l'ensemble de nos métiers chez Amazon, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, mais nous sommes aujourd'hui un peu moins de 15 000 CDI en France. Plus de 90% de ces métiers ne le sont pas dans le numérique à proprement parler, mais dans la e-logistique, c'est-à-dire dans cette livraison à domicile et ce réseau qui se rapproche du client en local et dans les territoires.
Merci beaucoup. Alors, je vous le disais, on va changer de focale ou en tout cas changer d'angle et pour donner la parole enfin à Maxime Vincent. Maxime, vous avez étudié en particulier, est-ce qu'on a Maxime Vincent à l'écran? Formidable. Maxime, vous avez étudié en particulier la façon dont certaines villes moyennes ont choisi de valoriser leur, disons, sensibilité, leur appétence au numérique pour générer un nouveau cycle d'attractivité des professionnels et des entreprises. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez revenir en particulier sur le cas de ces deux villes que vous avez étudiées, Nevers et Béthune, pour nous dire justement quels étaient leurs objectifs en se lançant dans la construction de stratégie Smart City et nous dire un mot également des outils qu'elles ont mis en place. Oui, tout à fait. Donc en 2020, j'ai réalisé une étude qui s'intéressait au développement du coup de l'idée de la Smart City, mais également du développement du numérique dans les villes moyennes. Donc l'idée, c'était que généralement, quand on pense à numérique ou à Smart City, à ce genre de concept, on pense tout de suite aux métropoles plutôt, et c'est plutôt des concepts qui sont nés dans les métropoles. Or, on voit tout un tas de villes moyennes qui ont envie d'investir cette question-là et qui ont du coup besoin d'adapter aussi les politiques métropolitaines du numérique à l'échelle et aux besoins de leur ville. Je me souviens d'ailleurs dans une interview, j'avais un directeur général des services qui me disait que les techno Smart City, elles sont hors de prix. C'est 600 € le capteur hors taxe. Quand on doit en acheter 2000, on se pose la question. Donc, avec vraiment cette question qu'on ne pourra pas, avec les moyens des villes moyennes, remplir les villes de capteurs et faire des politiques de data aussi ambitieuses qu'on peut voir dans les métropoles. Et donc, partant un peu de ce constat, les deux villes que j'ai étudiées, donc Nevers et Béthune, qui se sont créées, en tout cas, une réputation assez forte sur ces questions de numérique et d'innovation et de Smart City. Elles ont effectué un virage important sur ce concept et sur l'utilisation du numérique en décidant de moins, plutôt que d'investir sur des grands projets d'infrastructure, sur voilà, comme je disais, les données, les capteurs, etc., partir plutôt sur un discours plutôt communicationnel, des outils aussi d'attractivité à destination des entreprises, donc en particulier du numérique, pour redynamiser leur territoire. Et donc, en ça, moi, je l'ai défini un peu comme ce qu'on pourrait appeler des villes entrepreneuriales, pour reprendre du coup ce qu'a pu être écrit par le géographe David Harvey, c'est-à-dire des municipalités qui se transforment vers un rôle de promotrice de leurs entreprises et pour objectif d'attirer des nouvelles firmes également. Donc, au dépend forcément d'autres objectifs parce que les moyens sont toujours limités. Et donc, quand on met l'accent sur une politique plutôt qu'une autre, on va forcément délaisser d'autres pans de la politique publique. Mais voilà, du coup, avec cette idée d'utiliser un peu le numérique comme un différenciateur pour ces villes sur ce qu'on pourrait appeler un marché des villes moyennes, donc c'est-à-dire tout un tas de villes qui ont vu des populations partir, en particulier des jeunes diplômés, mais également des cadres, qui voient également un vieillissement de leur population, voire même une diminution nette de la population dans ces villes, ou en tout cas dans ces agglomérations. Et du coup, pour redynamiser leur ville, attirer des entreprises et des cadres, il y a l'idée d'utiliser ça comme discours différenciateur et pour se positionner. Donc après, quand vous me parliez aussi du coup des outils qui sont mis en place, donc on a, comme je l'ai dit, des outils communicationnels. Donc on va avoir tout un tas de projets drapeaux qui vont être mis en place. Donc je sais pas, je pense par exemple à Nevers, il y avait cet arbre numérique qui avait fait beaucoup qui avait émis beaucoup d'articles, pour une production d'articles assez importante, voire même jusqu'en Chine. Donc, on est carrément sur une production communicationnelle qui peut avoir un impact international. Aussi des idées de changement d'image. À Béthune, par exemple, le site entier de la mairie a été renommé Béthune Smart City. Donc voilà, on a ce premier aspect, on va dire, d'action publique. On a également la mise en place d'infrastructures publiques. Donc évidemment, aujourd'hui, des questions comme la fibre ou l'open data, ce sont des directives nationales, mais ces villes-là ont souvent été plus pionnières sur ces questions-là. On fait partie de programmes gouvernementaux expérimentaux, par exemple.
Elles ont aussi développé, en termes d'infrastructures un peu propres et non pas obligatoires cette fois, des applications municipales pour faciliter un peu l'accès au numérique à la fois des commerces, des entreprises locales, mais également l'implantation d'autres entreprises via des applications publiques. Et enfin, on a des outils d'organisation économique un peu plus classiques, on va dire, qu'on pourrait ranger dans ce qu'on appelle le DevEco en général, mais qui là se centre un peu sur le numérique. Donc, je pense à Nevers, sûrement dans la salle, il y en a qui connaissent sûrement le CIVIM, donc le Salon international de l'innovation pour les villes moyennes. Donc, il y a un grand salon qui réunit tout un tas de maires et de professionnels du numérique venus des quatre coins du monde. Il y a des gens d'Israël, de Corée, du Québec qui viennent voir ça. Et également, on peut aussi parler d'outils plus locaux, donc des comités, par exemple, entre des patrons et des entrepreneurs de la région ou du territoire, ou bien la mise en place d'incubateurs pour accueillir ou créer des startups locales. Donc voilà, donc du coup, ce qui se fait que cette question, on va dire, du numérique, contrairement à ce qu'on souvent on peut se la poser sur les questions métropolitaines, du coup, avec ces questions souvent de la récolte des données, qu'est-ce qui va être fait des données, la marchandisation des comportements, etc. Là, dans la ville moyenne, elle se pose plus, comme vous en avez parlé, un peu dans une question d'attractivité économique, de possibles relais de croissance pour l'économie de ces villes. Et ici, du coup, moi, dans la perspective dans laquelle je l'ai étudié, avec un encadrement public qui peut se vouloir assez fort et assez entreprenant. Mais on parle donc dans ces stratégies de développement et d'attractivité au fond, développer une industrie, entre guillemets, du numérique ou des activités économiques numériques locales, autochtones, ou est-ce qu'il s'agit d'attirer de grandes entreprises, pourquoi pas un Amazon? Alors, il me semble que la manière dont ces politiques sont formulées et dans leur application, on est moins sur une question de qu'est-ce qui était là avant par rapport à qu'est-ce qui va arriver demain, mais plus sur une question de croissance interne versus croissance externe. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le fait que croissance interne, ça va être du coup des entreprises dont le marché est le territoire et la ville moyenne. C'est-à-dire que la seule manière que ces entreprises croissent, on va dire, ce serait avec une augmentation du marché ou bien des changements de comportement au sein du marché. Donc là, on pense par exemple aux commerces locaux, qui sont par essence des entreprises locales et qui se basent sur une croissance interne. Et après, on a la croissance externe, donc on est plutôt face là à des entreprises qui vont exporter, entre guillemets, par rapport au territoire de la ville moyenne. Et donc, cette distinction entre ces deux-là, elle fait que si eh bien, les aides et le discours de ces villes peut autant s'intéresser à des entreprises qui sont nées sur le territoire qu'à des entreprises qui viennent sur le territoire pour s'implémenter, la question est plus de différencier ces deux types d'entreprises. Donc, sur du coup le côté plutôt interne, là, on va avoir... donc c'est un peu là où le bas blesse un peu, on va dire. C'est-à-dire qu'on a certes le développement d'applications de ville, comme j'ai pu dire. Donc, certains sont peut-être familiers avec des applications comme Ma Ville dans ma poche, qui permettent de visibiliser mieux les commerçants. Aussi la création de comités qui réunissent les entrepreneurs locaux. Mais là encore, quand on regarde les personnes qui sont invitées, on est plus sur des entreprises qui ont des visées exportatrices. Et là, on peut se poser un peu la question sur le changement et la pertinence, on va dire, du numérique pour ce type d'entreprise locale. Est-ce que ça va vraiment changer leur mode de fonctionnement, d'être sur l'application de la ville, sachant qu'on n'est pas non plus sur des villes où il y a un tourisme intense qui ferait que l'application pourrait permettre à des touristes d'arriver et de découvrir des nouveaux commerces. On se souvient aussi que pendant la crise, pendant la pandémie, un certain nombre de municipalités ou de collectivités ont joué à se concurrencer Amazon, on pourrait presque dire. C'est-à-dire, on construit des marketplaces locales où elles valoriseraient les entreprises locales. Enfin, on pourra en reparler éventuellement. Et oui, tout à fait. Du coup, là, ça mène plutôt à cette question de la croissance externe. Donc, Amazon est une entreprise plutôt visée là-dessus. Donc avec des implantations dans différents territoires, mais finalement un marché qui se veut national, voire mondial.
Et donc là, on retrouve du coup les 13 000 PME dont vous parliez, qui du coup ont pour objectif, en passant par Amazon, d'exporter et de ne pas s'adresser au marché local. Et alors là, on a beaucoup plus d'aides qui sont mis en place, enfin d'aides, disons d'infrastructures, d'outils qui sont mis en place. Donc on a des aides à l'installation déjà pour aider cadres et entrepreneurs à arriver sur le territoire. Donc c'est plutôt des aides organisationnelles pour aider à repérer, je sais pas, des opportunités immobilières ou bien des contacts au sein du territoire. On a également, j'ai parlé du coup de l'organisation de salons, d'incubateurs aussi qui peuvent aider. Donc on a un peu cette idée-là, certes, de développer une économie locale, et donc s'il y a des entrepreneurs locaux, ils vont souvent être assez valorisés. Mais on a quand même l'idée d'attirer ce qu'on peut appeler une classe créative, c'est-à-dire une classe faite de cadres, de hauts diplômés, qui viendraient du coup dans ces villes, avec souvent l'idée de mettre en avant aussi le cadre de vie, d'être d'une moyenne, donc plus calme, plus proche de la nature, et en même temps la proximité avec des métropoles. Donc on a aussi des arguments qui ne sont pas forcément numériques, mais très spatial et très classiques, on va dire. Et voilà, et donc d'attirer un peu cette classe-là via ces différents outils, y compris des entrepreneurs qui feraient partie de cette classe. Après, là aussi, du coup, ça pose certaines questions. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre là-dedans. Avant, je crois que Ronan Bollet voulait réagir là-dessus. Je ne sais pas si c'est pour parler de la classe créative qui compose peut-être une partie de vos effectifs. Oui, je trouve ça très intéressant. Et deux points peut-être sur ce qui vient d'être dit. D'abord, on ne voit pas du tout les places de marché locales comme étant de la concurrence, absolument pas. Au contraire, vous savez, c'est l'opportunité aussi pour Amazon d'apporter un service. Créer une place de marché, c'est bien, il faut livrer à domicile ensuite. Ou alors faire en sorte qu'on vienne récupérer les articles à tel ou tel lieu, mais finalement le service supplémentaire de livrer à domicile est toujours là. Et je vous parlais tout à l'heure, finalement il faut voir Amazon avec deux blocs, ce bloc du e-commerce pur, c'est-à-dire je commande mon article, et ce bloc de la e-logistique, c'est-à-dire que cet article finalement il m'est livré à domicile, donc même sur des plateformes numériques locales que moi j'encourage absolument. On peut venir également en aide pour le développement de ces plateformes. Le deuxième point, c'est l'accélérateur du numérique. Pendant la crise Covid, nous avons lancé donc cet accélérateur du numérique qui a permis à 8000 participants aujourd'hui de faire la transition numérique et de partir d'une feuille blanche et de ne pas savoir ce que ça voulait dire de vendre via le numérique, et d'être aujourd'hui, au bout de 3 jours, 3 jours de formation avec Amazon, d'être complètement numérisé et de vendre via le digital, sur Amazon ou pas du tout d'ailleurs. Et donc cet accélérateur du numérique qui est finalement une Amazon Academy qui a été mis en place et qui a pour vocation de développer effectivement ces transitions numériques. Alors, merci, c'est intéressant, je vais rebondir là-dessus. C'est-à-dire qu'au-delà des promesses, on a vu quels bénéfices les entreprises du numérique et les collectivités pensent pouvoir construire ensemble. Et on va parler maintenant de l'empreinte, j'allais dire, réelle du numérique sur les territoires et sur les villes moyennes. Pour parler d'Amazon, Amazon est en effectif la deuxième plus grande entreprise au monde. Avec donc plus d'1 million d'employés, 1 200 000 je crois, et avec près de 15 000 emplois directs en France. Il serait intéressant que vous nous disiez combien d'emplois indirects aussi. L'entreprise commence à avoir une empreinte économique et sociale assez visible. Vous avez d'ailleurs annoncé donc l'embauche de 3 000 nouveaux emplois en CDI en France en 2021. Et la logistique, enfin, dont vous avez la charge, elle est très implanté en fait dans l'ensemble du territoire. Donc pour repartir de là, ça m'intéresserait alors peut-être si vous pouvez révéler un peu la façon dont l'emploi se distribue finalement sur le territoire chez Amazon, emploi direct et indirect. Et puis ensuite, j'aimerais qu'on parle précisément du maillage et de l'infrastructure d'Amazon sur le territoire. Quels sont vos lieux d'implantation, je dirais, de référence?
Oui, alors on va parler d'emploi direct, indirect et d'emploi induit. Donc j'aime aussi dire qu'aujourd'hui, et on est très en dessous de la vérité, mais sont des estimations qui ont été faites, pas par nous, mais pour nous, ou sans qu'on le demande, mais qui ont été faites en tout cas. Amazon, c'est plus de 100 000 emplois induits en France aujourd'hui. Donc des emplois induits dans le transport, dans la maintenance, dans la sécurité de nos sites, par exemple, mais aussi des emplois directement vers les TPE et les PME avec lesquels nous travaillons, parce que quand on gère un projet numérique, eh bien, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et ça, c'est aussi de la création de l'emploi. Donc aujourd'hui, c'est 15 000 CDI en France. On a fait effectivement 3 000 CDI déjà cette année. C'était notre engagement en début d'année. C'est un engagement que j'avais pris au mois de janvier, je crois. Et on a déjà fait les 3 000 CDI pour l'instant. Donc effectivement, un petit peu moins de 15 000 CDI aujourd'hui, mais surtout plus de 100 000 emplois induits. Et sur la représentation d'Amazon précisément sur le territoire, la question que bien évidemment j'ai en tête, c'est est-ce que pour Amazon et Amazon Logistique en particulier, l'échelle de la ville moyenne est pertinente? C'est absolument pertinent. Nos sites de proximité sont ces fameux sites qui livrent à domicile, qui aujourd'hui, pour la grande majorité, ne font que de la livraison à domicile, mais qui demain pourront peut-être aussi collecter dans les zones de chalandise et livrer dans ces mêmes zones de chalandise. Donc là, on ne serait plus simplement un acteur du dernier kilomètre ou de la livraison à domicile, mais aussi un acteur du premier kilomètre, finalement, des entreprises qui voudraient vendre et faire rentrer leurs articles dans un certain réseau logistique. Nous pourrions être l'acteur qui collecte les articles et offrir un service supplémentaire aux TPE, PME. Donc ça, c'est un développement important. Ces sites de dernier kilomètre sont très jeunes en fait. En vérité, nous avons démarré ces sites de proximité il y a 4 ans. Le premier site était dans la banlieue lilloise et aujourd'hui, c'est on va dire 25 sites de proximité, plus une vingtaine avec des partenaires, donc 45 sites de proximité aujourd'hui. Voilà, si on fait une moyenne, c'est 1 pour 2 départements. Et on a vocation, puisque vraiment on a démarré simplement il y a 4 ans, à continuer à se développer et offrir ce service sur l'ensemble du territoire. D'accord, merci. Juste, puisqu'on est dans les moyennes, si on fait une moyenne, c'est combien d'employés à peu près un de ces sites de proximité? Les sites de proximité, aujourd'hui, alors on est 15 000 CDI, c'est à peu près 10%, à peu près 1500 CDI sur ces sites de proximité. Rajouter aussi les périodes de forte activité. Là, je vous parle simplement CDI. On multiplie notre activité par 2 sur les périodes de novembre et de décembre. Voilà, on passe de 15 000 CDI grosso modo en France à peu près 30 000 sur les périodes de novembre-décembre. On a encore d'autres pics dans l'année, par exemple les soldes du mois de janvier ou au mois de juin. Et donc dans les pics d'activité, on augmente un petit peu les personnes qui travaillent au sein des entrepôts Amazon ou les emplois de transport. Mais c'est voilà, à peu près 15 000 CDI et sites de proximité à peu près 10%. Alors, entendu. Merci pour ces précisions. Alors, quand on parle d'emploi dans la logistique et d'emploi peut-être chez Amazon en particulier, on entend souvent aussi l'objection, et oui, de l'emploi non désiré ou d'emplois qui sont peut-être des emplois à moindre valeur ajoutée. Or, ce sont bien évidemment des emplois de personnes jeunes, publics jeunes, mais aussi de talents que les villes moyennes comme Cahors entendent recruter. Donc, est-ce qu'il y a une forme de... Que peuvent-elles attendre finalement des entreprises numériques à cette échelle territoriale ? Alors ça fait du bien de venir dans les régions, dans les territoires et à Cahors pour passer ce message-là, parce que notre message au national, il a du mal à trouver une résonance. Et souvent, on aime bien présenter Amazon avec celui qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de gens décrivent Amazon sans jamais y avoir mis les pieds. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les villes qui travaillent avec Amazon, il n'y en a pas une aujourd'hui qui dit avoir une mauvaise expérience. À l'inverse, les villes qui ne travaillent pas encore disent ça va mal se passer. Bon.
Ça se passe très bien avec Amazon. Les emplois sont de qualité. Les rémunérations sont aussi, on aimerait toujours faire plus, mais une rémunération chez Amazon, vous arrivez sans formation et jeune, moins jeune, comme vous voulez, et au bout de 2 ans, après un parcours au travers de l'école Amazon, c'est 28% au-dessus du SMIC. Voilà, c'est pas le SMIC, c'est 28% au-dessus du SMIC. Et si on pouvait faire mieux, on ferait mieux, mais déjà c'est 28% au-dessus du SMIC sans formation. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis le retour des partenaires sociaux. J'ai entendu beaucoup de choses sur les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ils signent à l'unanimité, par exemple, les négociations annuelles sur les salaires. Ils signent à l'unanimité les conventions sur la qualité de vie au travail. Ça veut dire quelque chose. Et puis nos salariés qui nous répondent et qui conseillent à leurs proches de venir travailler chez Amazon. Ça veut dire quelque chose. Je n'ai pas l'impression qu'on souhaite le mauvais à ses proches. 7 employés sur 10 chez Amazon conseillent à leur famille de venir travailler chez Amazon. Et quand on regarde le taux de satisfaction chez Amazon, j'aurai un dernier point et je m'arrête là, mais je pourrais y passer 3 heures. Quand on regarde le taux de satisfaction des employés, donc ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des vrais chiffres, c'est 82% de satisfaction. Moi, je mets au défi les entreprises françaises aujourd'hui d'avoir des taux de satisfaction de leurs employés de 82%, c'est-à-dire des gens qui se sentent bien. J'aime pas du tout cette heureux au travail, donc vous n'entendrez pas ça de ma bouche, mais des gens qui se sentent bien dans un environnement réussi à accompagner ce que vous avez présenté comme beaucoup un discours de marketing territorial, d'un effort de formation et d'une main-d'œuvre jeune et de talent. Est-ce qu'ils ont réussi à les former? Alors, bon, quand on parle de formation, évidemment, c'est difficile d'avoir des résultats concrets en quelques années. Et ces politiques, il faut quand même les voir comme des choses assez jeunes, assez récentes. C'est-à-dire que dans les 2 cas de Béthune et Nevers, mais également dans l'étude, on va dire, exploratoire qu'on a menée précédemment sur plusieurs villes moyennes de France, on se rend compte que ces politiques à visée du numérique, elles sont assez récentes. Elles datent du dernier mandat, donc du mandat 2014-2020. Et elles n'ont pas forcément commencé en 2014. Donc, elles vont, par exemple, je ne sais pas, mais pour prendre Nevers, il me semble que la création du département territoire intelligent date de 2018. Donc, c'est quand même des questions un peu récentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des efforts qui étaient mis sur la formation avant. Je pense notamment à Nevers. Le début de cette question de la Smart City est venu avec la mise en place de questions de cours de robotique dans les écoles, dans les collèges, il me semble, ou primaire, enfin à vérifier du coup. Après, sur la question des résultats et de l'implémentation d'une économie numérique locale, déjà on a des infrastructures très concrètes qui ont été mises en place. J'ai déjà parlé, la fibre, mais aussi l'open data, les programmes expérimentaux du gouvernement et de la région. Le fait de s'être placé en fait sur cette ligne numérique a permis de bien se positionner et du coup en quelque sorte de réduire les coûts
pour ces villes en termes d'implantation, parce qu'ils ont reçu des aides, mais également quand ils vont faire des contrats avec des grandes entreprises, je pense à Orange ou JCDecaux, avec lesquels il y a eu plusieurs partenariats, on va avoir un service plus personnalisé, moins cher, parce qu'on est en phase d'expérimentation pour des produits. Donc, je ne sais pas, par exemple, la question des API, donc c'est les Application Programming Interface. Donc, c'est-à-dire, c'est le code en fait qui vous permet de modifier l'application une fois qu'on vous l'a vendue. Ça, d'habitude, c'est fermé. Et bien, le fait d'avoir été un des premiers à se positionner sur ce marché-là a permis à ces deux municipalités de pouvoir négocier ces API. Alors, évidemment, on sait parce que c'est les premières. Donc, maintenant que le service est plus en marche dans ces entreprises, il y aura moins de chances qu'elles négocient les API à des tarifs aussi concurrentiels. Alors ensuite, sur les résultats, donc comme je disais, c'est un peu comme pour la question de la formation. Pour l'instant, c'est assez difficile d'évaluer la durabilité des projets, surtout qu'on parle beaucoup de nouvelles PME, donc de start-up, ou d'aide à des entreprises déjà en place. Du coup, c'est difficile de savoir si ces entreprises déjà en place auraient fermé s'il n'y avait pas eu cette question-là, ou bien décliné. Et c'est aussi difficile de voir si les startups qui sont créées aujourd'hui, elles vont vraiment durer dans l'avenir. Il faudrait aussi qu'on puisse comparer avec d'autres villes n'ayant pas mis en place de stratégie, en fait, pour voir si on est face à juste un mouvement général où les villes moyennes sont de nouveau attractives, qu'elles investissent le numérique ou non. Vous avez parlé des Zoom Town, par exemple, ou bien d'un possible exode urbain qu'on verrait à la suite du Covid. Ces questions-là, elles ne sont pas forcément liées au numérique et elles pourraient attirer quand même des cadres et des nouvelles entreprises dans ces villes-là. Et enfin, je pense que même si, quand on se pose la question des résultats et de l'implémentation d'une économie numérique locale, il y a aussi la question spatiale, je pense, pour voir un peu si l'apparition en fait de nouvelles entreprises, ou en tout cas la consolidation d'entreprises locales vers du numérique, à quel point est-ce qu'elle bénéficie en fait au reste de l'économie locale et au reste de la population. Et je pense que c'est intéressant là, de regarder un peu la dimension spatiale en fait de ces implémentations. Où sont placés en fait ces nouveaux lieux, ces incubateurs, ces nouvelles entreprises, les projets immobiliers qu'on va mettre en place et dans lesquels on va orienter soit des cadres qui viendraient déménager ou bien des entreprises qui viendraient s'installer. Et donc là, c'est intéressant parce que quand on est à Béthune ou Nevers, on a vraiment deux stratégies différentes. À Béthune, on va être plutôt sur une stratégie centre-ville, avec du coup un investissement d'anciens bâtiments publics qui étaient dans la ville pour mettre des Fab Labs, des incubateurs, etc. Et donc, du coup, vraiment, disons, une intégration dans le tissu local assez forte, alors qu'à Nevers, par exemple, on va le mettre en périphérie. Et donc là, la question du soutien à des commerces locaux se pose, parce qu'on est du coup dans des zones périurbaines avec du coup on y va en voiture, on rentre après chez soi en voiture ou en transport en commun, et il y a peu d'interaction du coup avec un tissu commercial local qui pourrait du coup se dire qu'on aurait une synergie entre l'apparition de nouvelles entreprises et les anciens petits commerces plutôt historiques de ces villes-là. Merci. Oui, et ça nous renvoie effectivement à les stratégies de développement territorial, mais qu'on a pu évoquer, notamment avec Monsieur le maire, au cours de la visite que nous avons faite hier. Dans la dernière partie de notre échange, je voudrais vous proposer de nous pencher plus particulièrement sur la façon dont se négocie finalement l'implantation sur le territoire des activités d'une entreprise numérique. Alors, Ronan Bollet, je me tourne vers vous. Comment est-ce qu'une entreprise comme Amazon fait finalement le choix de s'implanter sur un territoire à proximité d'une ville moyenne? Que pèse finalement respectivement la qualité, j'allais dire, de l'infrastructure routière, vous en avez impérativement besoin, que sais-je, le prix du foncier, l'infrastructure numérique, est-ce qu'elle est seulement importante ou est-ce que finalement vous avez juste besoin d'une box, j'allais dire, et enfin, puisqu'on en parlait à l'instant, la qualification des candidats dans le bassin d'emploi. Alors, d'abord, sur la partie logistique dans les territoires, il y a deux grandes familles de sites chez Amazon. Les sites qui accueillent les commandes clients et qui préparent les colis. Et ensuite, ces sites qui les acheminent à domicile. Donc, la première famille, vous avez 8 sites de ce type en France. Ce sont des très grands sites, en fait, qui ont surface développée. Pour le dernier que nous venons d'ouvrir, qui est à Metz, c'est 182 000 m² de surface développée. Une empreinte au sol de 55 000 m² pour des soucis complètement environnementaux, c'est-à-dire réduire notre empreinte au sol, plutôt construire en étage
mais ce sont des grands sites en tout cas dans lesquels sont des grands sites régionaux, donc avec cette logique de maillage de territoire. Et ensuite, vous avez les sites de livraison à domicile qui sont des sites satellites par rapport à ces sites régionaux. Donc l'approche est complètement différente. Quand vous avez un site de très grande taille, généralement, ça se passe pas avec Amazon, ça se passe avec des purs logisticiens ou des purs investisseurs qui viennent nous proposer des solutions logistiques dans divers endroits du territoire français, et on peut être intéressé ou pas. Et puis généralement, ils sont en concurrence. Je précède votre question en disant sur ces sites-là, généralement, on n'entend pas votre nom et Amazon est un peu une boîte noire. Sur ces sites-là, effectivement, nous ne communiquons notre nom que quand le permis de construire a été octroyé. Allô, merci. Quand on construit un centre logistique de 180 000 m², ça peut être quelqu'un d'autre qu'Amazon? Oui, aujourd'hui. Sur des tailles. Oui, je lisais dans la presse dernièrement une ouverture d'un site Carrefour qui était plus de 100 000 m², qui est un site logistique. Non, il y en a d'autres. Et encore une fois, donc sur ces sites-là, généralement, on n'intervient que quand le permis de construire est octroyé. Et on nous en fait le reproche. Et bon, effectivement, c'est compliqué pour nous de communiquer avant. Je prends l'exemple de Montbert, qui est le site dans le sud du pays nantais, qui vient d'être annulé. On n'a jamais communiqué sur le site de Montbert. Je n'ai jamais communiqué sur le site de Montbert. Et pour cause, puisque finalement le site ne verra pas le jour. Donc généralement, sur ces projets-là, on travaille avec un intermédiaire qui développe le projet jusqu'au permis de construire, et quand le permis de construire est octroyé, à ce moment-là, Amazon devient vocal et devient visible. Sur les sites de proximité, c'est différent. Là, c'est différent, c'est complètement, généralement, ce sont les villes qui nous contactent et nous rentrons directement en contact avec les élus. Et là, ce sont des sites qui sont beaucoup plus petits. On est sur des sites de 6 à 10 000 m² qui vont générer une centaine d'emplois en CDI et 300 emplois de chauffeurs, des chauffeurs qui ne sont pas des chauffeurs Amazon, mais qui sont au contraire justement des chauffeurs qui vont être locaux, avec des entreprises locaux, et généralement on aide à la création d'entreprises de ces entreprises de transport. Donc pour cette deuxième partie pour cette deuxième famille, c'est directement un contact depuis ces villes grandes ou moyennes vers Amazon, et un projet qui démarre main dans la main, je dirais, sur une feuille blanche, et qu'on démarre ensemble. La dynamique que vous avez décrite pour la construction de ces très grands centres c'est les fulfillment centers, c'est ça? Oui, les fulfillment centers. J'ai l'impression que c'est le jargon. Eh bien, ce que vous avez décrit là, où finalement Amazon n'est que client, j'allais dire, de grands promoteurs de ces espaces, disons, se distingue d'une logique qui a souvent été décrite, dénoncée, critiquée, qui est celle au fond de la concurrence territoriale et de la mise en concurrence. J'en parlais avec Maxime Vincent donc, pendant la préparation de cet entretien. Il évoquait la façon dont bien, la perspective de l'installation de très grandes implantations d'entreprises du numérique pouvait susciter des concours de beauté. Et c'est un terme qui avait été utilisé à l'époque, le beauty contest, à l'époque où Amazon précisément allait implanter HQ2, le deuxième siège en Amérique du Nord. Donc, et un certain nombre de villes s'étaient alignées sur ce concours de beauté, ou encore des stratégies de coalition d'acteurs, où il va falloir que chaque territoire, au fond, joue un peu des coudes pour se présenter, pour offrir le meilleur accueil, j'allais dire, à l'entreprise. Oui, alors moi je vois ça un petit peu différemment. Le meilleur accueil, sûrement. Là, on vient d'ouvrir le site de Metz, qui est un fulfillment center, donc un site très grand. Je peux vous dire que j'ai lancé des discussions avec Metz en 2017 ou 2018, je crois. Je peux vous dire qu'ils avaient un cahier des charges, et on a essayé de le respecter au plus possible. C'est-à-dire, je prends des exemples.
nous demander de ne pas utiliser telle ou telle route pour faire arriver nos camions. Alors vous parlez de nœuds routiers, mais il y a aussi parfois des restrictions, c'est-à-dire ne pas passer dans des zones commerciales parce que le samedi, ça met un peu le bazar si vous avez des camions qui passent dans cette zone. Donc la contourner, voilà, c'est des choses qu'on fait. Travailler avec Pôle emploi et des services d'insertion. Enfin, je pourrais en citer beaucoup, mais concours de beauté, non. Je pense que ça s'est un petit peu inversé aujourd'hui. Hein. Vous savez, il y a une nouvelle approche sur la non-artificialisation des sols notamment. Donc, il n'y a pas tant que ça d'endroits maintenant où on peut investir une zone logistique. Et nous, on se veut très... Alors, ça peut faire sourire, mais on se veut très humble et très français dans notre approche. Donc, on va essayer de mettre en avant les spécificités de telle ou telle ville ou telle région et d'essayer de le transcrire le plus possible dans nos projets. Le site de Nantes, qui ne verra pas le jour, le site de Montbert, hein, qui ne verra pas le jour. C'est bien qu'on revienne sur cet exemple. Alors, juste pour l'assistance qui n'a pas forcément suivi, c'est une décision toute récente la semaine dernière, voilà, de l'agglomération de Grandlieu, donc au sud de Nantes, que de ne pas accueillir finalement ce grand site Amazon, 185 000 m² d'entrepôts et de plateformes logistiques, pour dit le communiqué de l'agglomération, réserver finalement ces espaces logistiques à des entreprises plutôt locales et dont les perspectives temporelles ou les perspectives d'implantation seraient plus courtes. En gros, qui seraient capables d'arriver sur le territoire maintenant, alors que ce très grand site, il fallait plusieurs années pour le développer. Voilà, et c'est un bon exemple, celui-ci, pour le coup. Alors que nous avons des standards de sites, le standard de site ne passait pas dans les mètres carrés alloués sur cette zone logistique. Donc, nous avons fait un site spécifique qui correspondait exactement aux besoins de Montbert. Et puis, à la finale, le site s'arrête, ou le projet s'arrête. Mais voilà, des exemples pour vous dire, je pense que le paradigme a un petit peu pivoté, et aujourd'hui, c'est plutôt de savoir s'adapter aux régions. De toute façon, c'est un travail ensemble. Et les élus savent faire valoir leurs diverses spécificités dans leur région, ça je peux vous dire. Merci, et merci d'être revenu sur ce cas d'actualité parce que je pense qu'il parle à bon nombre d'entre nous ici. Pour tenir l'horaire, si vous en êtes d'accord, je vous propose peut-être de donner la parole à la salle à présent, où j'espère que nous aurons donc des questions à entendre pour vous, Ronan Bollet, ou pour Maxime Vincent, qu'on peut peut-être faire revenir à l'écran. Si vous voulez bien penser à vous présenter, madame, et vous levez, magnifique. Merci. Micro. Non, c'est en régie que ça se passe. Un tout petit instant. Venez sur scène, venez. Pas en ligne, mais allons-y.
Et donc aujourd'hui, on n'a pas du tout traité l'idée de à quelles conditions le numérique peut-il aider, peut-il contribuer à faire venir des entreprises dans des petites villes ou dans des villes moyennes. Alors il y a Amazon, ok, Amazon, on a parlé de la logistique, mais Amazon c'est aussi et surtout le développement du cloud computing et des data centers et de l'hébergement des données. C'est beaucoup ça, la course aussi d'Amazon par rapport à d'autres. La crise du Covid a montré que justement, on avait besoin aussi d'une indépendance. On a des entreprises dans la région qui ont développé des data centers, qui ont développé des choses. À quelles conditions on peut développer ça dans les villes moyennes, dans les petites villes? Voilà, je trouve que, enfin, je regrette, je veux dire, sur tous les autres panels, vous avez eu des contradicteurs. Alors, ma question, c'est, est-ce que vous les avez... Je vous proposais de monter sur scène. Est-ce que vous les avez invités et est-ce qu'ils ne sont pas venus? Voilà, c'est peut-être ça aussi. Alors, je vais me permettre, enfin, pour ma part, de répondre sur ce point parce qu'il me concerne. Il ne s'agit pas d'organiser un débat qui soit strictement et systématiquement contradictoire. On invite un acteur qui a une empreinte territoriale importante et on invite un scientifique qui, lui, travaille sur une autre stratégie, une stratégie qui ne vient pas de l'acteur privé, mais de l'acteur public. Je pense qu'on a eu pleinement l'occasion, et votre intervention le montre assez clairement, l'occasion de rechercher la contradiction avec Amazon et surtout de tester un modèle, disons, volontaire tel qu'il a été développé à Nevers et Béthune. Donc voilà, non, je n'ai pas cherché à chercher un contradicteur parce que, et ça on pourrait en parler, mais c'est peut-être Monsieur Bollé est mieux placé que moi pour en parler, mais je ne suis pas certain que ce soit exactement dans cette logique. Je disais en ouverture qu'il valait mieux chercher un peu plus de nuances dans le titre de cet événement. Je pense qu'il faut aller chercher la nuance dans l'examen et l'analyse de ces stratégies. Y a-t-il quelque chose que vous voulez répondre? Et Maxime, voulez-vous peut-être revenir sur l'impact et les effets d'implantation d'entreprises du numérique ou de la création d'un écosystème local, donc dans ces villes dont vous avez étudié les cas, Nevers et Béthune, qui se sont montrés très volontaires précisément sur l'installation de ces entreprises? Non, peut-être en un mot, ou c'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas assez insisté, madame, c'est que le télétravail, le fait maintenant de pouvoir rester en province, en ruralité, dans les villes moyennes, pour pouvoir travailler sur un mode différent d'avant, j'allais dire, et peut-être que la crise a été un accélérateur, fait que des emplois qui par le passé n'étaient pas visibles par ces villes moyennes le sont aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les TPE-PME peuvent rester sur place et se développer à travers le numérique. Et finalement, les clients, puisque en restant sur place, c'est aussi un pouvoir d'achat de la zone qui augmente, et donc le commerce local aussi qui trouve avoir un pouvoir d'achat qui augmente. Les gens restent sur place. La ville devient plus dynamique et les nouveaux services de livraison à domicile se développent. Et encore une fois, en complément, moi, vous savez, moi, je suis breton, je viens du centre-Bretagne, d'une ville de 5000 habitants. Et j'ai encore mes racines là-bas.
Et j'ai pas l'impression de faire les choses mal. Au contraire, je me dis que ce sont des solutions pour se désenclaver pour les toutes petites villes, là je vous parle vraiment du centre-Bretagne, ou de continuer à se développer pour des villes moyennes. Je pense que ce sont des opportunités supplémentaires à saisir. C'est comme ça, le numérique, j'allais dire, le digital est arrivé dans nos vies, pas forcément que pour le commerce, mais moi j'ai des enfants, je ne sais pas si vous en avez, mais j'ai l'impression que leur vie et leur éducation n'est plus la même que la nôtre il y a 20, 30 ou 40 ans, et que les choses ont évolué. Le tout étant de dire, est-ce qu'on sait s'y adapter, sans vouloir complètement le développer ou l'excuser, ou est-ce qu'on s'y adapte et est-ce qu'on sait répondre à cette nouvelle façon de consommer, de vivre, et on en prend l'opportunité aussi dans les villes moyennes, et Amazon et plein d'autres certainement sont là pour répondre à ces opportunités et aider dans ce sens-là. Moi, je pense que de rester local dans les territoires, et je vous disais avec des sites qui se rapprochent des clients, permet de continuer à ces villes moyennes à se développer et à voir l'avenir peut-être différemment qu'elles ne le voyaient, c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs, il y a encore 5 ou 10 ans. Bon, pour changer de sujet et cesser de parler d'Amazon, on va revenir donc auprès de Maxime Vincent, qui, s'il le veut bien, donc j'aimerais qu'on revienne encore une fois sur ces stratégies de développement d'écosystèmes locaux, puisque c'est bien de cela que nous parlons avec Nevers et Béthune. Oui, alors il y avait plusieurs choses dans votre question, dans votre intervention. Vous avez parlé notamment du manque de formation des élus pour parler, disons, du numérique avec des entreprises, mais même plus généralement, on pourrait dire avec des citoyens, pas forcément pour des enjeux économiques. C'est vrai que c'est un enjeu important, une question qui se pose dans les villes moyennes. Ce qu'on a observé, ce qu'on observe dans les travaux qui sont menés sur les villes moyennes ou même sur des métropoles de plus petite taille que les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, etc. Et bien là, on observe en effet qu'il y a une vraie question des compétences dans l'administration. Et on va avoir très souvent, ce qui se passe, c'est que pour qu'une politique du numérique un peu ambitieuse se mette en place, ça passe par des entrepreneurs d'action publique, donc des choses, je veux dire, qu'on ne peut pas vraiment prévoir, un peu aléatoires, donc l'arrivée de personnes dans des services qui s'intéressent énormément à ces sujets-là, vont beaucoup se renseigner, faire leur formation un peu externe. Alors on pourrait imaginer que des villes, pour plus se focaliser sur ces questions numériques et avoir un peu plus d'expertise, y compris, pas forcément pour développer le numérique à tout prix, mais pour savoir jusqu'où aller, où s'arrêter, où avancer. Parce qu'on peut aussi, ne sachant pas ce qu'est le numérique, se dire il y a une espèce de train en marche du numérique, il faut le prendre à tout prix, tout acheter, tout faire, et sans forcément savoir exactement ce qu'il en est. Donc je pense que ça, oui, c'est un enjeu assez important, la formation des élus, mais aussi beaucoup de l'administration sur ces questions-là, et qui a été, à chaque fois, quand on voit des politiques Smart City, c'est un gros enjeu de réorganisation des services. Après, vous parlez... Ronan Bollet aussi parlait de ça, de la question un peu du Covid, et que du coup, on aurait plus d'installations en télétravail. Je pense que sur ces questions-là, il faut être assez prudent dans le sens où on a encore peu de recul. On est toujours dans la crise, à savoir si cette question du télétravail restera tout autant d'actualité après. On a vu qu'au début, il y avait un engouement pour le télétravail, et puis ça s'est assez terni avec le temps, avec plein d'entreprises qui disent que c'est pas aussi efficace que normalement. Alors, et si on pense à un télétravail qui ne soit pas à 100%, à ce moment-là, la question de vivre en ville moyenne pour travailler dans une métropole, elle reste compliquée quand même, parce que là, on demande moins que des infrastructures numériques, plutôt des infrastructures de transport pour pouvoir arriver sur place. Si on n'est pas en télétravail à 100%, on doit forcément se déplacer à un moment donné dans son entreprise. Et enfin, vous parliez de la question de la mort des villes moyennes qu'on vous annonçait depuis des années et qui n'est pas arrivée. Donc qui est un peu lié du coup avec la question un peu de la métropolisation un peu de la France, avec un exode vers les métropoles, y compris des personnes, mais également des infrastructures, des universités, des services, des entreprises. C'est vrai qu'elle n'est pas arrivée, la mort des villes moyennes, mais il faut tout de même dire qu'on est dans une situation où la concurrence entre ces villes moyennes est beaucoup plus exacerbée qu'avant. En plus de cette métropolisation
qui est induite par des actions politiques de l'État, mais également par des dynamiques économiques de concentration, on va dire, dans de plus grosses entreprises des activités, et donc ils vont aller du coup dans des plus grosses métropoles. Eh bien, on a également la question de la baisse en dotation de ces collectivités, donc moins de possibilités d'agir, on va dire, sur leur environnement et de leur développement économique par la même occasion. Donc c'est vrai que c'est tout un tas de critères qui font que c'est difficile aujourd'hui, en tant que ville moyenne, de penser son développement économique. Et là, moi, quelque chose d'intéressant qui ressort de l'étude, c'est que finalement, pour ces villes de Béthune et Nevers, pour lesquelles ça a plutôt réussi de prendre la stratégie du numérique, ce n'est pas tant le fait d'avoir tant investi dans le numérique qui fait que ça a l'air de marcher, mais c'est le fait qu'elles soient les premières et plus ou moins les seules à aller autant dans cette différenciation. Un peu avec cette idée que si demain toutes les villes faisaient ce que font Béthune et Nevers, à ce moment-là, où serait l'avantage de ces villes? Donc il y a vraiment une question de démarcation en fait sur ce marché de la ville moyenne qui est important à se poser, je pense, quand on est élu ou administrateur d'une collectivité et qu'on veut penser le futur de sa ville, et de se dire voilà, qu'est-ce qui est important pour nous. Je me souviens à Nevers par exemple, pendant longtemps ils avaient pâti du fait qu'à Bourges il y avait le printemps de Bourges, donc c'était la ville à côté un peu de la même taille qui du coup leur faisait concurrence, on va dire, en termes de réputation et de marketing territorial. Eh bien, disons que le numérique était aussi une question de faire leur printemps de Bourges à eux, en faisant un salon de l'innovation des villes moyennes, en se présentant comme un territoire intelligent, etc. Et donc, il faut voir que cette possibilité d'attractivité économique et de développement économique, elle peut passer par plein de stratégies, on va dire. Alors, il y a des infrastructures peut-être de base, en effet, la fibre, ça semble de plus en plus important pour développer des entreprises sur le territoire. Mais au-delà de ça, tout un tas d'autres actions de marketing territorial peuvent être envisagées pour remplacer la Smart City. Merci Maxime pour ces précisions. J'espère qu'elles ont satisfait en partie au moins, disons, la curiosité de l'audience. Il est midi, vous deviez nous quitter à ce moment-là. Je vous propose donc de clore ce premier échange, à poursuivre bien évidemment si vous voulez bien, donc tout à l'heure autour d'un verre. Je vous remercie. Je vous propose d'applaudir Maxime Vincent et Ronan Bollet. Et je vais donner dans un instant la parole à Étienne Achille qui va nous parler du territoire de Cahors. Sans plus attendre, je vais vous inviter à reprendre. Sans plus attendre, je vais effectivement donc accueillir à présent Étienne Achille, membre du conseil d'orientation de la fabrique de la Cité, inspecteur général de l'agriculture, qui est un observateur attentif du développement des territoires, et à qui nous avons demandé de porter son regard attentif précisément sur le contenu de ces quelques dernières journées d'échange à Cahors. Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, parler après Amazon et la Smart City, enfin voilà. Mais bon, dans cet excellent ouvrage que vous avez vu dans votre sac à l'arrivée, qui est donc le recueil de nouvelles du concours que la fabrique de la Cité a organisé en plein Covid sur les villes moyennes, le lauréat, c'est Mathieu Lestrohan, un nom qui nous dit à peu près d'où il vient, et voilà ce qu'il écrit. La ville de Quimper possède plus de 100 ronds-points, notamment celui de Ludigris, premier rond-point dit à l'anglaise en France, c'est-à-dire avec la priorité à gauche, enfin à gauche pour vous. Ça donne l'impression générale de vivre dans un flipper. Bumper en bumper, j'ai toujours vu les ronds-points comme une école de la vie, un anneau intimidant comme une piste de danse, comme une prise de parole en public. On se lance, on hésite, il faut y aller, ça klaxonne derrière. Il y a une sorte d'accouchement social. On entre dans un rond-point comme dans le grand monde, on en sort d'une chorégraphie sociale dont la beauté dépend de ceux qui nous entourent. La vie, quoi. Alors, évidemment, vous allez me dire, Quimper, un rond-point, c'est la caricature de l'approche qu'on peut porter sur les villes moyennes, entourées de ronds-points, cernés, etc. etc. Non, c'est pas la figure caricaturale, moi, du rond-point qui m'intéresse, c'est plutôt sa forme. C'est plutôt sa forme circulaire qui, moi, en tout cas, m'est apparu dans le regard qu'on m'a demandé de porter sur Cahors. Et c'est un regard, en fait, à partir des signes que Cahors émet,
en ligne, dans le dossier qu'on nous a remis, de ce qu'on a entendu, du sens qu'on a construit ici ensemble pendant 3 jours, et puis du ressenti de terrain au cours de la très belle visite d'hier. Et au fond, ce qui m'est apparu, c'est évidemment le méandre, la boucle du Lot. Le Lot, quand on regarde l'identité visuelle du département, le O est en gros, et c'est la voyelle d'équilibre, en quelque sorte, du nom de ce département. Ce sont les 2 coupoles de la cathédrale à Saint-Étienne. C'est l'arrondi qu'on voit moins du centre-ville, mais c'est l'arrondi des Dolines, des Caselles dans le Causse, c'est les clous, ce sont les gouffres, ce sont les courbes des grottes. Et donc ces figures de la boucle, du cycle, du rond, du cercle, au fond, y compris le demi-cercle, évidemment, ici, à l'italienne de ce théâtre que Pierre encensait à l'ouverture des rencontres, ce sont en fait les figures d'équilibre, de la moyenne, de la centralité. Et je crois que, monsieur le maire, vous préférez la ville d'équilibre à la ville moyenne, et donc c'est plutôt de la ville d'équilibre que j'ai envie de vous parler en termes de regard. Elle favorise évidemment la circulation. Le Lot en est l'artère depuis plus de 2000 ans. Et au fond, elle est dans une logique de circuit, la ville d'équilibre. Dans un circuit qui se veut de plus en plus court, entre notamment la production agricole, sa transformation, et puis le consommateur, avec par exemple la légumerie formidable que vous avez ici, et la valorisation dans la stratégie du territoire de la qualité des IGP, des AOP, des labels, des produits du terroir. Et puis c'est aussi une logique de circuit dans un périmètre de proximité pour les services aux entreprises, aux habitants. Donc la ville d'équilibre, elle prend en compte en quelque sorte le cycle de vie. Et ce cycle de vie, elle le prend en compte de différentes manières. La boucle du temps, c'est une évidemment très vieille affaire ici. On ne sait pas d'ailleurs s'il faut parler de 2000 ans, de 20 000 ans, de 200 000 ans ou même de 200 millions d'années, puisque c'est dans toutes ces échelles de temps que se trouve enchâssé Cahors. Et j'ai trouvé que cette boucle du temps était parfaitement illustrée dans la visite que nous avons faite hier et dans l'expression que m'a livrée hier soir à table Michel Simon du bâti ancien durable. Cette manière de reconstruire la ville sur la ville, de lui donner un nouvel avenir, évidemment dans cette formidable démarche Enerpat, et donc assis sur son patrimoine. Et au fond, cette échelle de temps, elle s'articule très bien avec la boucle jeunesse-vieillesse, que la ville cherche aussi à articuler en prenant en compte l'un des traits majeurs de sa démographie aujourd'hui. Et puis, en période de post-Covid, il faut quand même se dire, est-ce que la ville d'équilibre ne serait pas évidemment la ville pour un nouveau cycle de vie, la ville pour changer de vie, pour retrouver son équilibre. Au fond, la figure de la boucle, du cercle, du cycle, elle parle d'authenticité, de tranquillité, de simplicité, de qualité. Et ça, ce sont les mots qu'on retrouve dans le projet de territoire du Grand Cahors. Alors peut-être, est-ce que c'est la figure de la boucle du Lot qui structure cette identité depuis tant de temps? C'est possible. Mais la boucle, le cercle, le cycle, court aussi le risque d'une certaine forme de fermeture, d'une certaine forme de clôture, de repli. Et c'était exactement ce que Cahors a cherché à parer comme risque en ouvrant sa boucle. En optimisant sa contrainte géographique, et ça depuis toujours, et en l'actualisant aujourd'hui, ce passé. Cahors s'est connecté. C'est le lien avec la session précédente, Mathieu. Cahors s'est connecté depuis longtemps, et à la fois par une volonté politique résolue. Moi, j'ai constaté quand même que les Cadurques étaient ceux qui avaient résisté le plus longtemps à César, donc il doit y avoir une trace dans la volonté politique qu'on a constatée au niveau de l'exécutif municipal aujourd'hui, et puis par le dynamisme commerçant qui est assez éblouissant dans cette ville. Et Cahors, aujourd'hui, se connecte en réseau, donc elle ouvre sa boucle, en réseau par la coopération territoriale évidemment avec le Grand Cahors et au-delà, comme on l'a vu pendant ces 2 jours. Et puis elle se connecte à l'innovation, aussi bien dans l'innovation à partir de sa tradition, par exemple la viticulture, ce qu'on a vu hier soir à Merquès, aussi bien dans l'acoustique, qui est une des pistes qui, évidemment, avec, comme l'on sait, les prothèses auditives, est un des services qu'il va falloir apporter à une population vieillissante et un service de plus en plus technologique. Puis innovation aussi dans l'architecture. Je crois que le cinéma Le Grand Palais d'hier parle de lui-même en termes de capacité à mettre à côté de la tour de Jean 22 une œuvre aussi contemporaine, et d'ailleurs, elle a un écho international. C'est bien cette ouverture et cette connexion. Et puis Cahors est ouverte à la connaissance.
C'est peu dire que le symbole du campus connecté, qui a été abordé pendant ces 2 jours, est l'héritier, à mes yeux, direct de l'université du même Jean 22. Ça fait 800 ans au moins que Cahors est un territoire apprenant et qu'il est familier de l'immatériel. Et c'est une force. Et puis Cahors, bien sûr, Cahors est ouverte au monde, c'est son histoire, c'est son identité, c'est ce qu'elle offre à la connaissance du monde et à la découverte par sa tradition d'hospitalité. Le patron du domaine hier soir m'expliquait que le château a appartenu pendant 800 ans aux évêques du Lot, qui en faisaient un lieu d'hospitalité. Et donc, c'est le tourisme, c'est la destination, mais c'est un tourisme et c'est intéressant et c'est un trait sans doute d'ici qui se veut maîtrisé, de qualité, pas absolument débridé, et donc en quelque sorte contenu dans cette boucle du Lot. Alors Cahors, moi, m'apparaît comme forte de son attractivité, de sa désirabilité, je crois que ça a été évoqué hier soir, qui sont assises sur sa tradition, sur son identité duale, nature, culture, sur sa personnalité très forte. Et puis, elle est au centre, Cahors, des enjeux d'aujourd'hui, notamment des enjeux de l'eau, ce qui est assez légitime quand on s'appelle d'Ivona depuis plus de 2000 ans. Et c'est bien le sens de la fameuse étiquette E3 que vous avez développée dans votre projet de territoire, éthique, esthétique, environnement. Voilà, en tout cas, cet essai de regard sur Cahors auquel je me livre, je le trouve bien illustré ce matin par la boucle patrimoine et numérique de nos 2 sujets de ce matin. Et au fond, ce qu'en 3 jours, moi j'ai cru voir ici, c'est que Cahors crée un désir de ville d'équilibre en dessinant son avenir à la dimension de son magnifique passé. Donc je remercie Cahors de son hospitalité et puis je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Étienne pour ces quelques notes sensibles qui complètent très joliment le portrait de ville que vous avez trouvé donc, en arrivant et qui lui avait été préparé par l'équipe de la Fabrique de la Cité. Il est temps maintenant de conclure ces rencontres et je vais prier Monsieur le maire de Cahors, Jean-Marc Wessous-Fort, son premier adjoint, Monsieur Jean-Luc Marx et Pierre Copé, président de la Fabrique de la Cité et directeur général adjoint de Vinci, de nous rejoindre sur scène pour nous présenter leurs remarques conclusives. Monsieur Jean-Luc Marx, venez vous asseoir, Monsieur le maire, Pierre. C'est moi qui démarre, merci. Et merci d'ailleurs, ce sera le seul mot en fait que je voudrais employer en cette fin de laboratoire, ce laboratoire d'idées qu'est la Fabrique de la Cité. Merci à la Fabrique de la Cité. Merci de nous avoir permis de regarder la France sous nos yeux. La France sous nos yeux, c'était la présentation d'hier soir, le débat qui a suivi, un débat élevé et alimenté par des propos qui nous ont emmenés loin, emportés loin, tout en nous maintenant proches de nos réalités. Je pense à l'intervention en particulier de David Jaïz, particulièrement remarquée. Merci à la Fabrique de la Cité, à son président, cher Pierre Copé, d'avoir choisi Cahors. Le maire-président le dira mieux que moi, mais ce choix est capital et le résumé qu'Étienne Haché a fait tout à l'heure, cette fulgurance géopolitique et historique sur notre ville, en marque, je crois, la caractéristique essentielle, une très forte identité. Merci, enfin, et surtout aux équipes, les équipes de la Fabrique de la Cité, Arabelle, Mathieu, Frédéric, enfin tous ceux qui ont beaucoup donné pour que soit préparé dans des conditions pas toujours faciles, notamment parce que la crise Covid nous a un peu embêtés, mais avec une efficacité redoutable, que ce théâtre a pu contribuer à mettre en valeur. Et puis, c'est pour ça que j'avais ce petit livre à la main, merci au-delà des équipes de la ville de Cahors, à ceux qui ont permis qu'une gastronomie fantastique accompagne ces 3 jours. Donc, en particulier pour ceux qui ne sont ni cadurciens ni lotois, ils trouveront à la sortie du théâtre cette
ouvrages sur les bonnes tables du Lot qui leur rappelleront sûrement de très bons souvenirs. Bon, quelques mots, moi aussi, pour conclure, mais surtout pour vous exprimer très sincèrement le plaisir très profond, la fierté aussi qui a été la nôtre élue, de pouvoir accueillir cet événement et de pouvoir en profiter. 3 jours d'échanges riches qui nous ont permis, à nous élus, de nous acculturer, d'échanger, de partager les bonnes pratiques. Parce que la formation des élus, on en a parlé tout à l'heure, nous n'avons pas besoin de revenir à l'école. Nous avons besoin d'échanger, d'ouvrir notre esprit, de profiter aussi d'expertise, de personnes qui ont travaillé sur des sujets qui sont évidemment difficiles à appréhender, de bien comprendre les mutations en cours. L'élu, une grande partie de son temps, il est d'abord consacré à la proximité, à aller voir les habitants, à les écouter. Et donc, nous devons trouver aussi cet équilibre entre cette nécessaire proximité et cette capacité de préparer les territoires à l'avenir. Et incontestablement, ces 3 jours y ont contribué très fortement. Je voulais, comme l'a fait Jean-Luc, exprimer mes remerciements. D'abord à Jean-Luc, parce que la vérité, c'est que si nous avons eu la chance de vous accueillir, c'est essentiellement et quasi essentiellement grâce à lui. C'est aussi la démonstration qu'on forme une équipe. J'y suis extrêmement attaché. David Jays, qui a fait cette remarquable intervention, que je connais un petit peu, je discutais avec lui et il me disait que dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quelle collectivité, la réussite est souvent liée à la capacité de l'ensemble d'une équipe et pas forcément de celui qui l'a conduit. Et tous les jours, je le constate au fur et à mesure. Je voulais remercier aussi très chaleureusement et très sincèrement Pierre Copé et toute son équipe. J'espère que nous avons été à la hauteur de votre think tank, qui est extrêmement utile, important, qui a un rayonnement qui dépasse évidemment notre territoire, qui est national, voire international. C'était une chance extraordinaire de pouvoir vous accueillir ici à Cahors. Et puis, je veux remercier aussi l'ensemble des participantes et des participants, ceux qui ont été là physiquement et qui auront profité à plein de la richesse de cette ville qu'on a souhaité faire partager. Et puis, tous ceux qui sont aujourd'hui en visio, qui ont suivi les débats. L'intérêt aussi du numérique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de pouvoir aller chercher de la donnée, d'aller chercher des éléments derrière. Le fait de pouvoir enregistrer ces débats, de pouvoir aller les consulter plus tard, c'est quelque chose qui est fondamental. Et je peux vous dire que l'élu aujourd'hui, dans sa recherche de formation, elle se fait souvent le soir entre 10h et midi quand on va... il y a parfois des grandes entreprises comme Amazon, comme YouTube, qui sont malheureusement pas toujours issues d'entreprises françaises. On a pu le regretter un temps. Mais aujourd'hui, c'est une chance extraordinaire de pouvoir bénéficier de ce savoir et de ces échanges aussi facilement que ça et chez soi. Je veux remercier les partenaires, évidemment, avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. L'État, monsieur le préfet était là, monsieur le secrétaire général nous a accompagnés. La région, Marie Piquet, la vice-présidente, a été là une période importante de ces échanges. Je salue le député Aurélien Pradier qui nous a rejoint, le député de la circonscription. Et puis vous toutes et tous qui venez de loin, merci d'être prescripteurs de Cahors, de ses produits, de sa gastronomie, de ce territoire. On aura plaisir à vous accueillir aussi prochainement dans d'autres cadres. Je n'oublie pas que, et Jean-Luc ne me contredira pas, l'attractivité touristique est un élément important, l'économie touristique est un élément important, donc ces échanges le favoriseront également et j'espère surtout qu'il pourrait y avoir d'autres rencontres de ce type ailleurs, bien sûr, parce que je peux vous redire à quel point elles sont utiles pour nous les élus, elles sont essentielles dans un monde qui bouge énormément. Il y a de nombreuses transitions en cours qui vont profondément changer le fonctionnement de nos villes, de nos territoires, cette transition écologique, et on a, à mon avis, encore rien vu des effets de cette transition écologique, la transition numérique, et puis n'oublions pas la transition démocratique, parce qu'aujourd'hui,
on ne pourra pas faire bouger nos villes, renforcer leur attractivité sans les citoyens eux-mêmes. Et le rôle d'un élu, c'est aussi d'être à la disposition et d'avoir toujours une porte ouverte pour les citoyennes et les citoyens. Nous ne l'oublions évidemment jamais. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Je ne vais pas ajouter une conclusion à la conclusion. Je voudrais simplement, à mon tour, vous remercier collectivement, vous remercier, Monsieur le maire. Alors c'est vrai, on a été démasqué, on est venu ici en raison d'un lien d'amitié avec Jean-Luc et on repart d'ici avec des liens d'amitié avec vous, Monsieur le maire, et avec les nombreuses personnes avec lesquelles on a travaillé sur cette réunion. Et je voudrais sincèrement vous remercier pour la qualité de la coopération et pour le plaisir qu'ont eu nos équipes à co-construire ça. J'ajoute, et je mets mes pas dans ceux de Jean-Luc Marx pour remercier Frédéric, pour remercier Arabelle, pour remercier Mathieu et pour remercier l'ensemble de l'équipe de la Fabrique de la Cité. Je n'ai pas salué, mais il n'est pas trop tard, Aurélien Pradier, les deux députés qui sont présents ici, le corps préfectoral qui nous a accompagnés une bonne partie de cette réunion, la vice-présidente de la région et l'ensemble des élus qui ont fonctionné avec nous dans un mode suffisamment peu formel et protocolaire pour que chacun me pardonne ce désordre protocolaire dans ma façon de saluer et de remercier. Lorsque nous avons lancé ce projet des villes moyennes, il y avait des débats à l'intérieur de l'équipe de la Fabrique de la Cité. Il y a des gens qui avaient envie d'aller faire des portraits de ville à Osaka, où on avait, il y a quelques années, fait une réunion à Singapour qui a elle-même des problématiques tout à fait passionnantes et d'ailleurs souvent très comparables à celles qu'on rencontre ici. Nous avons eu, en choisissant le thème des villes moyennes, l'idée que notre vie quotidienne et les thématiques que nous traversons dans notre vie quotidienne, que nous soyons sur des problématiques énergétiques, des problématiques de transport ou des problématiques numériques, étaient au fond les mêmes dans les villes moyennes, les métropoles ou les grandes métropoles internationales. Et je pense qu'on a fait cette démonstration depuis 3 jours de façon tout à fait intéressante. Moi, je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire, et sans répéter ce que vous venez de dire, avec quoi je suis tellement d'accord, le fait qu'il y ait une forme d'optimisme dans ce que nous avons vu depuis 3 jours, dont on aurait envie de le faire partager au discours ambiant. Le discours politique ou le discours médiatique ou le discours parisien me paraissent faire si peu de cas et si peu de place à la vitalité et à la réalité qu'on constate lorsque on passe 3 jours à discuter avec des élus locaux, que ça mérite d'être dit, et ça mérite d'être dit non pas pour s'en plaindre, ça mérite d'être dit pour saluer l'intelligence, la dynamique, la bonne volonté, la coopération et le bel état d'esprit et les ondes positives en fait qui émanent de cette collectivité des villes moyennes que nous avons étudiée sous toutes les coutures depuis 3 jours. Je pense que c'est important de se dire ça et que dans le climat médiatique bizarre avec lequel nous vivons, c'est important de se dire qu'il y a, en dehors de cette écume-là, une vague qui est assez positive et qui est extrêmement encourageante. Et au fond, ce qu'on ressent ici, on est totalement bluffé sous tous les aspects de l'observation de la ville moyenne. Et je ne reprends pas tout ce qu'a très bien dit Étienne sur le charme de cette ville et tout ce qui a été dit sur la qualité des politiques publiques et des réalisations. Mais je trouve important de se dire qu'au fond, la dynamique est positive
Et alors, je me suis moi aussi senti très à l'aise avec le propos de David Jay sur le fait qu'on refermait la parenthèse des métropoles pour revenir à la vague historique de construction de la France polycentrique sur des villes moyennes. Mais je veux dire aussi combien tout ça me paraît à la fois positif, encourageant, et encore une fois, dans cette période qui a un peu du mal à souligner les choses positives, j'ai plaisir, en guise de mot de la fin, à souligner l'aspect positif et les ondes favorables qui émanent de l'examen auquel nous avons procédé. Et bien sûr, je voudrais souligner, et là je mets un peu ma casquette de constructeur d'infrastructures. Moi j'ai été très séduit par le discours sur le défaut de vision pluriannuelle de l'État, sur les difficultés auxquelles nous faisons face en permanence avec les ABF ou avec les archéologues. Mais la réalité, c'est que, et on l'a vu hier dans notre visite, et on l'expérimente lorsque nous construisons des infrastructures, la combinaison des compétences des élus locaux, de l'État et des entreprises arrive tout à fait à tirer, même si c'est parfois très difficile et qu'on fait face à des inerties, mais on arrive à fonctionner. Et donc, je me devais, pour finir, et pour en forme d'hommage ultime à Jean-Luc Marx, de dire que lorsqu'on a un élu local déterminé et un préfet qui fait fonctionner les services de l'État, au fond, même les ABF et même l'archéologie n'arrivent pas à freiner les projets. Ça lui fait hyper plaisir à Jean-Luc quand on dit du bien de l'État et quand on dit du bien du corps préfectoral. Et moi aussi, donc je voulais ne pas manquer cette occasion, là aussi, de souligner de façon positive la combinaison de talents que l'on peut obtenir et d'efficacité qu'on peut obtenir dans la combinaison du travail des élus et des représentants de l'État. Je crois que je vais arrêter là en disant simplement que les sujets du numérique, les sujets de l'énergie, les sujets de l'urbanisme et de la construction de la ville sur la ville et les sujets de la mobilité sont les sujets contemporains qui intéressent et qui passionnent l'ensemble de nos contemporains, sont les sujets avec lesquels nous vivons, que nous soyons acteurs de la ville, acteurs de l'État ou acteurs de l'entreprise. Vous dire que les voir par la focale des villes moyennes m'a paru totalement passionnant, et vous dire que je pense que nous n'avons pas épuisé ce sujet. Je ne sais pas si nous avons épuisé Cahors, mais en tout cas, nous n'avons pas épuisé ce sujet. Et je m'engage ici, avec l'équipe de la Fabrique, à poursuivre nos travaux sur ce sujet, et notamment à contribuer à le mettre en valeur sur la place publique qui en a bien besoin. Je vous remercie et je vous précise que nous avons rendez-vous pour déjeuner au foyer. Merci à tous. Et alors, juste si vous voulez bien, parce que c'est pas totalement terminé, je vous propose, avant d'aller déjeuner, de nous retrouver autour de Benjamin Talon, qui est là, qui a lancé une entreprise extrêmement innovante, qui est Soben, et qui est venu avec le robot. Alors, on a beaucoup parlé des mobilités, on a beaucoup parlé tout à l'heure du dernier kilomètre. C'est vrai que dans nos rues étroites notamment, ce n'est jamais facile d'avoir la réponse à comment on va faire la livraison, comment à un moment donné je vais pouvoir amener un volume important qui pèse. Et donc le travail qui est fait par cette entreprise est évidemment un travail intéressant aussi pour l'ensemble de nos villes moyennes. Puis si M. Bollé veut bien aussi nous accompagner, parce qu'il évoquait, et je le comprends, la défiance qu'il peut y avoir envers les grandes entreprises, mais c'est aussi envers les grands élus. Et pour le coup, le fait de pouvoir travailler avec des acteurs locaux, vous en avez d'ailleurs beaucoup parlé dans votre présentation, c'est une façon aussi d'être mieux accepté à la fois par les élus et à la fois par la population. Donc je crois que vous me dites que c'était prévu, qu'on y allait ensemble ou pas? Voilà.
D'accord, mais c'est parfait, le contact avait déjà été fait, je m'en doutais un petit peu, et je suis content en tout cas de vous le faire partager. Jamais on est d'accord, c'est juste devant le théâtre, hein, donc vous allez voir comment fonctionne ce robot qui est une vraie réponse à la logistique du dernier kilomètre, me semble-t-il.